Camp d'Al-Roj, dans le désert du nord-est syrien, tout proche de la frontière avec l'Irak. Depuis la chute de l'État islamique, les forces arabo-kurdes ont arrêté puis concentré ici plus de 800 femmes qui avaient rejoint Daesh. Parmi elles, des Françaises et leurs enfants, 200 personnes en tout. Dans des conditions précaires, elles attendent un jugement et un retour en France hypothétique. Exceptionnellement, nous avons pu interviewer l'une d'elles. Saïda, 33 ans, est originaire de Lunel, au nord de Montpellier. Depuis son arrivée au camp, elle ne porte plus le niqab. Son parcours, c'est celui de nombreuses femmes ayant prêté allégeance à Daesh. En mai 2015, j'avais parlé avec des gens sur Facebook. J'avais posé des questions sur la Syrie, sur l'État islamique. Et, parce qu'en fait, j'avais plein de problèmes et je voulais disparaître un petit moment. Et j'ai décidé de venir en Syrie. En une semaine, c'est très très court, j'ai pas réfléchi. Je suis restée dans une Madafa pour femmes, 2-3 jours, et après je me suis mariée. 2 ans après être rentrée en Syrie, Saïda nous dit avoir réussi à fuir l'État islamique. Très vite arrêtée par les Kurdes, elle est séparée de son mari et passe 6 mois en prison avant d'être amenée dans ce camp. Après une très longue procédure, elle a pu faire rapatrier en France ses 2 enfants l'année dernière. Bien sûr, je regrette d'être venue ici. Parce que j'ai fait souffrir ma famille, je ne me sens pas radicalisée ni rien du tout. Alors c'est sûr que passer déjà 2 ans dans l'État islamique, c'est une grosse punition. Et en plus, 3 ans ici dans un camp, c'est dur aussi. Je veux juste reprendre ma vie normale, revoir mes enfants, comme beaucoup de gens ici qui voudraient reprendre une vie normale. Peut-on faire confiance à Saïda et aux autres? Représente-t-elle un danger pour la société? Difficile à dire. Une certitude, la doctrine officieuse de l'Élysée est de ne pas faire rentrer ces femmes considérées comme ennemies de l'État. En particulier, la plus connue d'entre toutes. En juin 2013, cette vidéo de propagande de Daesh fait le tour du monde. Sous le niqab de cette djihadiste, une Française, Émilie Koenig. Originaire de Lorient, en Bretagne, elle s'est convertie à l'islam et radicalisée dès 2010. 1 an plus tard, elle avait été filmée sur le parvis de la Défense, où sa silhouette détonnait au milieu des employés de bureau. Comment ça va? Ce jour-là, elle allait à la rencontre de futurs convertis. Alors c'est toi la future sœur de la Oumma. Machallah. Prédicatrice autoproclamée, Émilie était aussi une militante radicale. Lors de cette manifestation à Paris, elle défilait à gauche de l'écran pour dénoncer la politique israélienne en Palestine. Il faut dénoncer le sionisme et la collaboration que Hollande prend parti de ces meurtriers. Un militantisme très virulent. Je parlais à un sale sioniste là, qu'il brûle. Assassin! Quelques mois après cette manifestation, elle quittera le territoire et comptera parmi les premiers Français à rejoindre l'État islamique. Très active sur les réseaux sociaux, elle est alors en charge de recruter des Françaises pour grossir les rangs de Daesh. Considérée comme très dangereuse par tous les services secrets occidentaux, Washington la place même en 2015 sur sa liste des terroristes les plus recherchés de la planète. Arrêtée en 2017 par les Kurdes, elle est depuis détenue ici. Les autorités de ce camp ont eu la consigne de ne pas laisser les profils comme Émilie Koenig s'exprimer face caméra. Malgré tout, nous avons réussi à entrer en contact avec elle par téléphone. Je m'appelle Émilie Koenig, je suis née le 9 décembre 1984 à Plomer dans le Morbihan. J'ai 3 enfants qui sont nés en Syrie, Ibrahim en mars 2015 et Safa et Marwa, des jumelles qui sont nées en 2017 janvier, dont une qui est malade des poumons, elle a du mal à respirer. C'est difficile dans les conditions où l'on vit de garder des enfants de bas âge comme ça dans un camp. J'aimerais pouvoir rapatrier mes enfants, du moins pour leur sécurité, pour qu'ils puissent aussi aller à l'école et suivre aussi, voir des médecins compétents. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments et pas de médecins. Quelques semaines après notre tournage, les 3 enfants d'Émilie Koenig ont été rapatriés en France.
Pour elle cependant, comme pour les centaines d'autres djihadistes occidentaux, hommes et femmes, aucun espoir à court terme de quitter les prisons kurdes. Mais tous les ex-combattants de Daesh n'ont pas été arrêtés, loin de là. Alors, où se cachent-ils? Au Moyen-Orient, en Europe, en France même? Une poignée d'hommes s'est donné pour mission de les retrouver. Octobre 2014, l'État islamique atteint son apogée et contrôle, à cheval entre la Syrie et l'Irak, un territoire aussi grand que le Royaume-Uni. Pendant 4 ans, l'organisation terroriste va multiplier exécutions sommaires et actes de barbarie révoltants qui ont marqué les esprits. Mais le califat autoproclamé finit vite par régresser sous les coups de la coalition internationale. Il s'effondre définitivement avec l'élimination de leur chef al-Baghdadi, tué par les Américains. Il est mort comme un chien, il est mort comme un lâche, et le monde est maintenant un endroit beaucoup plus sûr. Le califat est détruit, mais l'État islamique n'est pas mort. Encore moins ses partisans. Daram est un journaliste syrien qui a fui Daesh en 2014. Depuis 2 ans, il suit un réseau secret de citoyens dont la seule mission est de traquer partout sur la planète les anciens djihadistes pour leur faire payer leurs crimes. À l'instar des chasseurs de nazis après la Seconde Guerre mondiale, ces enquêteurs agissent le plus souvent dans la clandestinité. Daesh a commis trop d'exactions. Ils ont tué beaucoup de mes amis. Ils ont aussi tué 4 membres de ma famille. Fuyant la Syrie, les combattants de Daesh passent souvent par les camps de réfugiés en Grèce avant de disparaître dans la nature. C'est possible qu'ils puissent passer en Allemagne ou en France? S'ils ont de l'argent, et ils en ont souvent, c'est possible. Durant la guerre, un grand nombre de Syriens a fait des demandes d'asile pour l'Europe. Beaucoup de ces types en ont profité. Aujourd'hui, ils se présentent comme des personnages bien différents de ce qu'ils sont réellement, avec de nombreux faux passeports. Parmi ces infiltrés, nous irons sur les traces de cet homme que les chasseurs de Daesh affirment être un ancien cadre de l'État islamique, témoin à l'appui. Je suis prêt à témoigner devant une cour pénale. Le 20 juin 2014, Daesh a pris le contrôle de la ville de Mohassan. Majid et son groupe, qui formaient un bataillon au sein de l'armée libre de Syrie, sont alors devenus des partisans de l'État islamique. Aujourd'hui, le suspect a ouvert un salon de massage en Allemagne. On a des informations comme quoi tu étais membre de Daesh, que tu travaillais pour l'État islamique. Écoute, ce que tu dis n'a pas de sens. Tu inventes. Nous remonterons aussi la piste de ce jeune homme qui, sur cette vidéo, jouait avec la tête d'un soldat syrien. Quand il combattait dans la zone de l'aéroport, il avait l'habitude de tenir la tête des soldats tués après les avoir et il s'en vantait en ville. Désormais, l'ex-bourreau supposé prend des cours de conduite de poids lourds, là aussi en Allemagne. Donc tu es absolument sûr que ce n'est pas toi? Bien sûr que non. Tu penses qu'il me ressemble? Alors tu es vraiment certain que c'est bien lui? Je ne vais pas l'accuser à tort, je n'ai aucune raison de le faire. C'est lui à 1 million de %. Traquer les ex-Daesh ou même témoigner contre eux, une activité très risquée. Certains l'ont payé très cher. Regarde, la première balle m'a touché ici. Sa trace est toujours là. Je n'ai pas perdu conscience après la première balle. Tu comprends pourquoi j'ai une haine viscérale de Daesh aujourd'hui. En France, un seul ex-djihadiste a été arrêté à ce jour. Majdi Nema, porte-parole d'un groupe rebelle syrien accusé de crimes de guerre. Très tôt le matin, on le voit sortir vers 6h15, 6h20 le matin. On ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait. Et il prend la direction de la gare Saint-Charles. Donc là, on décide de procéder à son interpellation. Hors de question qu'il quitte le territoire. Combien de djihadistes ont-ils réussi à passer en Europe et constituent-ils toujours une menace? Dans l'ombre et au péril de leur vie, les chasseurs de Daesh se sont engagés dans une course contre la montre pour retrouver les criminels du djihad. Enquête sur la plus grande traque du XXIe siècle. Sud de la Turquie. Nous sommes sur la route E90,
surnommée la route du djihad. C'est par ici que des milliers de combattants européens sont passés pour rejoindre les rangs de Daesh en Syrie et en Irak dès 2012. Ahmad Ramadan, 33 ans, est à la tête d'une organisation secrète qui traque les criminels de Daesh. Je suis en route pour aller traiter plusieurs dossiers, dont un en particulier. Un criminel qui se trouverait actuellement en Allemagne, c'est un des cadres de l'organisation de l'État islamique. Régulièrement, Ahmad publie sur Internet le résultat de ses enquêtes. Sur le site de son réseau, des dizaines d'appels à témoins et d'avis de recherche façon service secret, avec l'identité, l'âge, le lieu de naissance et la fonction au sein de l'État islamique. Derrière cette chasse à l'homme, une trentaine d'enquêteurs, de journalistes, d'activistes, souvent bénévoles. Tous ont subi les exactions de l'État islamique. La frontière n'est pas très loin d'ici. C'est à 20 ou 30 km. C'est pratique parce que les gars de l'organisation ont la possibilité d'entrer dans le territoire syrien, de savoir qui a quitté le pays, par exemple. Par contre, en termes de sécurité, c'est une zone dangereuse pour eux. Ils sont très régulièrement menacés. Je suis le seul du réseau à utiliser mon nom propre pour voyager et à montrer mon visage. Après 12 heures de route depuis Istanbul, nous arrivons à destination. Şanlıurfa, une ville frontalière de 800 000 habitants, carrefour de tous les trafics avec la Syrie. C'est ici qu'Ahmad a rendez-vous dans un endroit tenu secret avec l'un de ses informateurs, dont nous devons protéger l'identité. Bonjour Ahmad, tu vas bien? Oui, et toi? Entre. Nous ne commençons à tourner qu'à l'intérieur du bâtiment. En pleine rue, nous mettrions en danger les deux hommes. L'informateur a demandé à Ahmad de venir jusqu'ici pour lui communiquer des informations ultra sensibles, impossibles à partager en ligne ou au téléphone. C'est quoi les nouvelles concernant le gars en Allemagne? Regarde, nous avons reçu cette vidéo où il apparaît. On a commencé à se renseigner sur la victime. Tu vois, sa tête a été coupée. Sur la vidéo que l'informateur s'est procurée... Regarde cet infidèle, c'est notre butin. Un jeune combattant de l'État islamique joue avec la tête d'un soldat de l'armée régulière de Damas qu'il vient probablement de... Des images insoutenables, la marque de fabrique de l'État islamique. Il a des cicatrices comme un chien. Tu es l'ennemi de Dieu. Les chasseurs de Daesh ont obtenu cette vidéo grâce à un membre de la famille du criminel, originaire de Deir el-Zor, dans le nord-est de la Syrie. Ahmad et son informateur viennent aussi de cette ville. C'est grâce à leur connexion sur place qu'ils obtiennent autant d'informations. On sait que ce type est parti en Allemagne. Nous pensons qu'il s'agit d'une cellule dormante, prête à être réactivée. Un de nos informateurs nous a promis de trouver sa carte de résidence à l'aide d'une photo qu'on a de lui. Vidéo à l'appui, les chasseurs de Daesh vont maintenant remonter la piste de ce criminel. Un profil inquiétant, comme les quelques 500 autres djihadistes qui, selon Ahmad, vivraient aujourd'hui chez nous, en Europe, en toute impunité. Un mois plus tard, nous retrouvons Ahmad à Istanbul. Comme des milliers de Syriens, il s'est réfugié ici il y a 3 ans. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Avant de traquer les criminels de Daesh, il a d'abord subi la répression du régime de Bachar el-Assad. Là, c'est moi qui parle à la foule. Au début des révolutions dans le monde arabe, nous avons manifesté tous les vendredis pour la liberté. Puis quand elle a éclaté chez nous en Syrie, nous avons été jetés en prison. À ma libération, j'ai dû quitter Damas pour rejoindre clandestinement Deir el-Zor au nord du pays. J'y suis resté jusqu'à l'arrivée de Daesh. Quelques mois plus tard, j'ai fui la ville après l'assassinat de mon père par les djihadistes.
Après son père, Ahmad a aussi perdu son frère, et là encore par des djihadistes de l'État islamique. Depuis, jour et nuit, Ahmad recherche leurs assassins, notamment sur les réseaux sociaux et le Darknet, une mine d'informations. Un combat mené aussi sur le terrain. Ahmad lui-même, pendant des mois, a pris de nombreux risques pour filmer les exactions de l'État islamique et en interviewer les victimes. Désormais, loin de la Syrie, ce sont les membres de son groupe qui continuent d'enquêter pour lui et de recenser un maximum d'éléments à charge, comme des photos, des vidéos. Ça, c'est un membre de la police de Daesh. Ou encore des témoignages enregistrés. Une fois certain de la fiabilité de ces preuves, Ahmad les publie sur son site internet. À la clé, des coups de filet parfois retentissants, comme celui contre Youssouf Al-Maroun, un cadre important de Daesh. Nous, membres de l'État islamique, nous sommes les musulmans, les djihadistes qui ne croyons qu'en un seul Dieu. Le monde va apprendre à nous connaître. Ce Syrien apparaissait régulièrement dans des vidéos de propagande de l'État islamique. Grâce aux chasseurs de Daesh qui ont documenté ces nombreux crimes, en février 2020, les forces spéciales turques ont pu l'arrêter en Turquie où il avait fui. Une arrestation amplement relayée par les médias locaux. Des images horribles, révoltantes, des menaces inquiétantes. Ahmad en compte des milliers sur ses disques durs. وهذه صواريخ اللحم تحول الى صواريخ لحم البشر المرتدين المصيرين. الله اكبر الله اكبر. وطاح الخنزير والله في بيتنا لا لما نفوت في امريكا لما فجر فيك كيف يا اوباما يا خنزير يقولوا لا امريكا. Que ressentez-vous quand vous regardez ces vidéos? J'y suis presque habitué. On a vu tellement de choses. Nous avons porté les corps de nos familles, de nos amis, de nos proches. C'est la guerre. Je ne peux pas nier que ça ne m'affecte pas beaucoup, mais la vie continue. Est-ce que vous faites ce travail pour venger la mort de votre père et de votre frère? Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une question de justice. Pour le jeune djihadiste qui jouait avec une... Sur cette vidéo, Ahmad est toujours en attente d'informations plus précises pour le localiser en Allemagne. Mais il a un autre dossier sur lequel il a bien avancé. Cet homme était un membre actif de Daesh. Ce combattant, nous l'appellerons Majid. Nous avons beaucoup d'informateurs à Deir ez-Zor. Nous l'avons observé pendant des mois. Il était chargé de fournir des armes et des médicaments qu'il récupérait à la frontière turque. Juste avant la défaite de Daesh, il a fui vers la Turquie, puis vers l'Europe. Où vit-il aujourd'hui? Il vit en Allemagne. Encore un cas en Allemagne. Nous quittons Istanbul avec beaucoup de questions en tête, mais la volonté d'aller jusqu'au bout des histoires en cours. De retour à Paris, nous commençons à rassembler les pièces du puzzle Majid. Très actif sur les réseaux sociaux, l'homme se trouve bien en Allemagne. Les chasseurs de Daesh nous mettent alors en contact avec l'un des témoins de leur enquête. Il accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. Je viens de la même région d'où est originaire Majid. Je vis actuellement en Allemagne depuis quelque temps déjà. Je connais Majid personnellement et nous nous sommes rencontrés plus d'une fois. Je suis prêt à témoigner devant une cour pénale. Le témoin va nous livrer de nombreux détails sur le parcours de Majid. Le 20 juin 2014, l'État islamique a pris le contrôle de la région de Deir ez-Zor. Majid et son groupe, qui formaient un bataillon au sein de l'armée libre de Syrie, sont alors devenus des partisans de l'État islamique. Ils l'ont approvisionné en munitions, en armes lourdes, en engrais chimiques pour la fabrication d'explosifs et même en drones de surveillance. Fort de ce témoignage, nous partons en Allemagne. Direction la Ruhr.
une région industrielle dans l'ouest du pays. Allô, salut, comment ça va? Tout va bien, merci. Nous sommes arrivés. Je serai chez toi dans 2 minutes. Nous avons rendez-vous avec l'informateur syrien qui a le plus enquêté sur Majid. Pour des raisons de sécurité, nous l'appellerons Tarek. Bonjour. Bonjour. Je t'en prie. Comme tous les membres du réseau des chasseurs de Daesh, Tarek a perdu des proches. Sa cousine a été en place publique par les djihadistes de l'État islamique et nombre de ses amis par balle. Réfugié politique en Allemagne, cela fait 5 ans qu'il traque Majid. Il est arrivé avec sa famille en Europe sur des bateaux pneumatiques, dans les mêmes conditions que nous. La seule différence, c'est qu'il avait de l'argent pour payer tous les frais de voyage. Une fois sorti de Syrie, il a monté une société de transfert de fonds pour faire sortir d'énormes sommes d'argent des territoires du califat, afin que les cadres importants de Daesh les récupèrent, une fois passés eux aussi en Turquie ou en Europe. Grâce à notre réseau, nous avons obtenu cette photo du bureau de transfert de fonds qu'il avait créé dans la ville d'Elazig, en Turquie. Ça, c'est son bureau. À son arrivée ici, notre organisation a publié un article et Bild l'a repris. Dès 2015, le quotidien à grand tirage Bild a effectivement couvert l'arrestation de Majid. La police a arrêté un suspect jeudi après-midi dans le centre d'accueil pour les réfugiés de la ville d'Ouna. Le Syrien aurait travaillé pour le ministère des Finances de l'État islamique. L'homme de 31 ans a été libéré de sa garde à vue. Il a nié être membre de l'État islamique. Les autorités n'ont pas pu prouver son adhésion à l'organisation terroriste. L'homme est arrivé ici il y a environ 1 semaine avec sa sœur et son beau-frère qui aurait une jambe amputée. Le beau-frère en question, le voici en habit militaire de l'État islamique en 2014. Puis, quelques mois plus tard, amputé d'une jambe après un bombardement de la coalition. À ses côtés, Majid, le doigt pointé vers le ciel en signe d'allégeance à Daesh. Ainsi, Majid vit librement, en toute impunité, en Allemagne. L'information peut paraître choquante, mais elle ne surprend pas vraiment Tarek. Les Allemands disent qu'il n'est pas dangereux pour eux. Il doit leur servir à obtenir des renseignements dans leur lutte contre Daesh. Ses frères sont toujours dans l'organisation. Tu penses que les autorités le protègent? Oui. L'accusation est grave, mais les chasseurs de Daesh n'en démordent pas. Depuis sa brève détention, ils ont continué d'enquêter sur Majid. Tarek vient d'ailleurs d'obtenir une nouvelle information de taille. Le suspect aurait ouvert il y a quelques mois un salon de massage. Salut Ahmad, comment ça va? Une piste étonnante qu'il s'empresse de partager avec Ahmad, la tête du réseau d'enquêteurs citoyens. Je voulais savoir si tu te souvenais de la personne qui nous avait informé que Majid était arrivé en Allemagne. Oui. Eh bien, il vient de nous appeler pour nous dire que Majid avait ouvert un centre de massage en Allemagne. Un cadre de Daesh réfugié en Europe qui ne gagne que 300 ou 400 € d'aide par mois, comment est-ce qu'il peut réussir à mettre en œuvre un projet pareil? Il faut creuser. D'autant que mes infos montrent qu'il possède en plus 4 ou 6 voitures sans plaque d'immatriculation et qu'il les propose à la vente, garées devant sa maison. Ce serait bien d'utiliser une caméra cachée. Tiens-moi au courant si vous arrivez à filmer. Malgré les risques, dans quelques jours, Tarek, l'activiste, ira en caméra cachée à la rencontre de Majid. De notre côté, de nouvelles informations viennent de nous parvenir sur l'autre cas repéré en Allemagne. Les chasseurs de Daesh nous ont envoyé des photos du jeune djihadiste qui, selon eux, était ses victimes. Lui, nous l'appellerons Samir. Des clichés de lui pris en Syrie, mais aussi en Allemagne, récupérés sur son compte Facebook.
Sur la photo de gauche, l'homme avait à peine 17 ans. Aujourd'hui, il en a 23. Il a grossi, il a vieilli, mais a priori, il s'agit bien de la même personne. Autre élément capital, son passeport délivré par les autorités allemandes en 2015. C'est l'une des femmes du réseau des chasseurs de Daesh qui, telle une Mata Hari 2.0, a obtenu ce document. Après avoir séduit le suspect en ligne et gagné sa confiance, elle finit par lui demander la photo de son passeport afin de pouvoir lui envoyer de l'argent. Enfin, le réseau d'Ahmad a aussi recueilli 4 témoignages à charge. Un homme a bien voulu prendre le risque de nous parler, un proche de Samir, dans sa jeunesse. Avant qu'il ne rejoigne l'État islamique en 2014, c'était un gamin qui était tout le temps à moto, en train de jouer. Lorsque Daesh a pris le contrôle de la région de Deir ez-Zor en 2014, il a prêté allégeance à l'État islamique. Il a ensuite suivi une formation de 6 mois en Irak. Après son retour d'Irak, début 2015, sa situation matérielle avait radicalement changé. Il roulait dans une belle voiture, toute neuve, et il ne manquait de rien apparemment. Quand il combattait sur la zone de l'aéroport, il avait l'habitude de tenir la tête des soldats après leur avoir coupé la tête et s'en vantait. Parfois, il amenait cette tête dans le centre-ville et il jouait au football avec. Un zèle dans l'horreur qui lui aurait permis de vite monter dans la hiérarchie de l'organisation terroriste comme agent de renseignement. Il a quitté Deir ez-Zor pour la Turquie fin 2015 et de là, il est parti clandestinement en Europe début 2016. Mais 6 mois après, il est retourné en Syrie, à Deir ez-Zor. Comme le montre cette photo, Samir était bien en Syrie fin 2016. Durant cet hiver, il a en effet exceptionnellement neigé à Deir ez-Zor, à tel point que la presse locale s'en était fait l'écho. Deir ez-Zor, dans le nord de la Syrie, a connu d'importantes chutes de neige et des températures glaciales. Une première depuis 25 ans. Selon notre témoin, Samir quitte définitivement la Syrie pour retourner en Allemagne en 2017. Alors que son profil se dessine de plus en plus distinctement, nous parvenons enfin à le localiser. Direction le Bade-Württemberg, un land frontalier de la France. Le suspect habite une banlieue résidentielle d'une grande ville. Nous nous rendons chez lui. C'est sa femme qui nous ouvre. Nous enregistrons la discussion. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Votre mari est là? Il travaille? Il est à l'école de conduite. Ah, à l'école de conduite. Ok, cool. Ouais, mon mari fait la formation et ce matin, il est là-bas. D'accord. Merci, au revoir. La femme de Samir confirme ce que nous avons trouvé sur le compte Facebook de son mari. Il prend des cours de conduite, mais pas n'importe lesquels. Des cours pour passer son permis poids lourd. Lorsque Samir est enfin de retour chez lui, nous préférons l'aborder dans la rue pour des raisons de sécurité. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui. Je fais un reportage sur cette rue. Vous auriez 2 ou 3 minutes? De quoi s'agit-il? C'est pour mon école. À quel point le coronavirus a changé votre vie ici? Après avoir gagné sa confiance, nous allons pouvoir parler un long moment avec l'ex-bourreau présumé. Mais tu viens d'où? De quelle partie de la Syrie? De Deir ez-Zor. C'est où exactement? C'est à côté de l'Irak. L'homme vient bien de Deir ez-Zor, l'ancienne capitale économique de l'État islamique, en raison de ses puits de pétrole. Du pétrole, il y en a partout en Syrie. J'en ai transporté d'une ville à l'autre. Et le pétrole était sous contrôle de Daesh ou... Tout était sous le contrôle de Daesh. Absolument tout. Donc tu as travaillé pour eux, comme transporteur? Non, mais j'ai dû acheter leur pétrole pour ensuite le revendre. Samir ne reconnaît pas vraiment avoir travaillé pour Daesh.
mais il nous fait une confidence étonnante. Mon hobby, c'était la police. La police? Ton métier? Non, mon hobby. Un hobby qui fait froid dans le dos au regard des actes barbares dont les chasseurs de Daesh l'accusent. Pour cette première prise de contact, nous ne mentionnons pas la vidéo de que nous possédons. Et pourquoi tu as quitté la Syrie? Déjà, je ne voulais plus entendre parler de Bachar el-Assad. Donc, je ne pouvais plus rester là-bas. Je n'avais que 3 choix possibles. Mourir, me battre contre Bachar el-Assad ou me battre pour lui. Dans tous les cas, si je voulais survivre, je devais tuer des êtres humains, des deux côtés. Et je ne voulais pas avoir du sang sur les mains. À l'écouter, Samir n'a rien à se reprocher. Pendant 45 minutes, nous avons pu discuter avec lui comme si de rien n'était. Merci, au revoir. Il est temps de prendre congé. La prochaine fois que nous le verrons, ce sera pour le confronter à la vidéo. Cette traque, ces enquêtes et les révélations qui en découlent parfois peuvent coûter très cher. Un homme l'a appris à ses dépens. Depuis 4 ans, Abdul Kader El-Rakawi est réfugié en France, en banlieue parisienne. Originaire de Raqqa, la capitale autoproclamée de l'État islamique, c'est l'un des fondateurs du premier réseau d'activistes à avoir enquêté sur les exactions de Daesh en Syrie. Très vite, Abdul Kader devient une cible à abattre pour l'organisation terroriste. Avec les membres du collectif, dont ses frères, il se réfugie à Şanlıurfa, en Turquie. C'était naïf de notre part. On s'est surestimé à croire qu'on pouvait fixer les règles et les limites de notre action. En face, ce sont des types impitoyables qui ne font même pas partie de l'humanité. Donc c'était très imprudent d'être à Şanlıurfa, de nous déplacer librement et d'avoir un bureau depuis lequel on travaillait ouvertement. Un semblant de sécurité imprudent et une issue fatale. Au matin du 15 octobre 2015, Ibrahim, son jeune frère de 22 ans, ainsi que Fares, un autre membre du collectif, sont... J'ai demandé à mon autre frère d'aller voir dans l'appartement pour savoir si Ibrahim était là-bas, car je n'avais pas de nouvelles. Je l'ai rejoint et quand nous sommes entrés, quelle douleur! Ibrahim gisait dans l'entrée. Derrière la porte, il y avait sa et du sang partout. Dans une des pièces de l'appartement, nous avons également retrouvé le corps de Fares, lui aussi. L'auteur de la tuerie n'est autre qu'un proche des victimes. Pendant 6 mois, aucun membre du groupe ne s'est douté que c'était en réalité un espion de Daesh en mission. Un agent infiltré pour un assassinat minutieusement préparé. Un mode opératoire digne des meilleurs services secrets. La barbarie en plus. C'était un désastre et une tragédie. Je me suis senti coupable de leur mort. À ce moment, j'aurais aimé être à leur place. Je peux rien dire d'autre. Je n'ai pas les mots. Après la mort de son frère, Daesh a proposé 40 000 € à Abdul Kader pour qu'il arrête son travail. Mais il a refusé. Les djihadistes décident alors de... Après avoir échappé in extremis à une première attaque, Abdul Kader reste cloîtré chez lui pendant 35 jours. À sa première sortie, les tueurs lui tombent dessus alors qu'il est au volant de sa voiture. Alors que je faisais marche arrière, ils ont tiré des deux côtés, depuis la droite et depuis l'avant. J'ai eu de la chance que la personne en face de moi ait eu un problème. Son arme s'est coincée. Tu l'as vu? Bien sûr, très nettement. Regarde, la première balle m'a frappé ici. Sa trace est toujours là. Je n'ai pas perdu conscience après la première balle. Abdul Kader est touché par 3 balles, dont une dans la moelle épinière. Laissé pour mort, il va miraculeusement survivre. Mais avec 7 fractures, 5 dents pulvérisées et une dizaine de broches en métal dans la mâchoire, 4 ans plus tard, il continue de souffrir. Excuse-moi, je me sens vraiment pas bien. En plein milieu de l'interview, Abdul Kader doit s'interrompre pour prendre des médicaments.
Des antidouleurs indispensables plusieurs fois par jour. Quand j'ai des douleurs comme ça, je ne peux pas le supporter. Tu comprends pourquoi j'ai une haine viscérale de Daesh aujourd'hui. Je ne veux pas qu'un seul membre de Daesh reste impuni. Et ce n'est pas seulement à cause du mal qu'ils m'ont causé, mais aussi parce qu'ils ont fait mal aux enfants, à toute une génération. À cause d'eux, toute une génération a grandi dans le sang. Et ici en Europe, tu cherches toujours à traquer des membres de Daesh? Traquer? Non. Je me suis éloigné de tout ça. Par contre, si j'ai une information qui peut aider, oui, je la transmettrai, évidemment. Mais de faire comme avant, je n'en ai plus la force. C'est fini. Pour Abdulkader, la traque est terminée. Mais d'autres continuent le combat jusque sur notre sol. Marseille, février 2020. Majdi Nema, un étudiant syrien de 32 ans, est arrêté dans le quartier de Noailles. Cette arrestation fait la une de la presse en France, car Majdi Nema, de son nom de guerre Islam Alouche, est un gros poisson. L'ex-porte-parole de Jaïch al-Islam, l'un des nombreux groupes djihadistes du conflit syrien. Au nom de Dieu le miséricordieux, ceci est une déclaration du chef d'état-major du groupe Jaïch al-Islam. La justice française l'accuse de crimes de guerre. Son groupe utilisait des civils en cage comme boucliers humains pour éviter les bombardements du régime de Damas. Nous prions pour que le régime et l'aviation russe arrêtent de nous bombarder. Nous sommes innocents. Les habitants d'ici et leurs enfants n'ont commis aucun péché. En 2016, Islam Alouche fuit la Syrie pour Istanbul, où il se construit une nouvelle identité. Il passe un diplôme en sciences politiques et se spécialise en sécurité et terrorisme. Arrivé en France en novembre 2019, il est interpellé 3 mois plus tard par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Nous avons eu l'autorisation exclusive d'interroger le responsable de la cellule qui a arrêté Islam Alouche. Pour la première fois, cet officier donne les détails de l'opération. Lorsqu'il est arrivé sur le territoire, il y a une conversation avec son numéro turc et après, il utilise un numéro français. Rapidement, on arrive à lui trouver une adresse dans Marseille. À partir de ce moment-là, on demande à nos collègues du groupe d'observation et de surveillance de Marseille de se mettre en place et d'effectuer une surveillance H24, hors de question qu'il quitte le territoire. La surveillance mise en place, les gendarmes vont attendre 2 jours avant que le suspect ne sorte enfin de chez lui. Très tôt le matin, on le voit sortir vers 6h15, 6h20 le matin. Donc il a une valise, un sac à dos, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait. Les éléments qui sont sur le terrain déterminent qu'il va à la mosquée, donc on le laisse aller faire la prière. Il sort de la mosquée, il prend la direction de la gare Saint-Charles, donc là, on décide de procéder à son interpellation qui a été faite sur la voie publique par le GIGN. Apparemment, Islam Alouche s'apprêtait à quitter la France. A-t-il été prévenu? Et par qui? Impossible à dire à ce jour. L'opération des gendarmes est un succès. Mais elle aurait été impossible sans le travail d'une ONG syrienne basée à Paris dans un lieu tenu secret. Dans ce petit local, ils sont une quinzaine de juristes syriens en exil à monter des dossiers contre les criminels de guerre supposés pour qu'ils soient jugés devant les tribunaux européens. Au sein de l'ONG, c'est Moutassim qui est en charge du dossier Islam Alouche. Dans le cas de l'ex-porte-parole du groupe djihadiste, c'est un réfugié syrien qui l'a reconnu dans les rues de Marseille. On a ainsi appris qu'il était en France. On s'est donc mis en contact avec des victimes et des témoins des crimes qu'il a commis. Puis toutes ces preuves, nous les avons remises au ministère de la Justice. Selon Moutassim, les cas comme Islam Alouche sont légion en Europe. Durant la guerre, un grand nombre de Syriens a fait des demandes d'asile pour l'Europe. Beaucoup de ces types en ont profité. Aujourd'hui, ils sont déguisés en personnages bien différents de ceux qu'ils sont, avec des faux passeports. Ils essayent de maquiller leur passé.
Mais ce passé est impossible à cacher complètement. Pour juger Islam Allouche, l'ONG syrienne s'appuie sur la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. En juin 2019, elles ont toutes deux porté plainte contre le groupe Jaïch al-Islam pour enlèvement forcé, torture, meurtre et enrôlement d'enfants soldats. Clémence Bechtart est avocate à la FIDH. Ce matin, elle accompagne au palais de justice de Paris une victime du groupe djihadiste. Le juge en charge de l'instruction va recueillir son témoignage. Pour ne pas nuire à la procédure en cours, mais aussi par peur, le jeune homme n'a pas voulu répondre à nos questions. Il faut savoir qu'il y a la grande majorité de ces victimes et témoins ont encore des membres de leur famille qui sont en Syrie et qui donc sont parfois dans des zones où ils peuvent être victimes de représailles, de menaces. C'est déjà arrivé encore très récemment. Les victimes qui ont été menacées dans le nord de la Syrie parce qu'elles avaient accepté de témoigner, de partager leurs témoignages. Et donc c'est un risque qui est très réel pour eux. L'audition de la victime va durer plusieurs heures. Le lendemain, nous retrouvons Maître Bechtart dans son cabinet pour nous parler du jeune Syrien. C'est quelqu'un qui était très jeune lorsque la révolution a éclaté, qui a voulu y participer comme tant d'autres citoyens et citoyennes syriens, et qui a été une double victime du régime lui-même, puisqu'il a été incarcéré dans les geôles du régime syrien et torturé, et aussi victime de Jaïch al-Islam, incarcéré dans les prisons de Jaïch al-Islam, torturé là-bas. Il a aussi été témoin d'un certain nombre d'exactions, et notamment de la détention d'enfants encore plus jeunes que lui, qui avaient entre 8 et 13 ans. En attendant son procès, Islam Allouche réfute en bloc ce qui lui est reproché et se dit innocent. Reste une question cruciale. Comment cet ancien porte-parole d'un groupe djihadiste accusé de crimes de guerre a-t-il pu venir en France légalement? En juin 2019, il demande à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, une faculté de Marseille, de l'accueillir comme étudiant. Nous avons pu nous procurer sa demande écrite. J'ai été très impliqué dans la révolution syrienne autour de Damas. Après, j'ai terminé premier de ma promotion à la faculté d'Istanbul. Aujourd'hui, je suis très actif sur les réseaux sociaux avec plus de 50 000 followers sur Twitter. Je vous saurais gré si vous pouviez m'accepter en stage l'été prochain. L'Institut va valider son inscription. La direction de l'IREMAM prétend avoir ignoré le profil de ce Syrien. Difficile à croire. Quelques mois plus tôt, une université britannique avait refusé la venue du vrai faux étudiant en raison de son passé. Un passé apparemment connu de tous. Mais alors, comment les autorités françaises ont-elles pu délivrer un visa à Islam Allouche? La réponse est peut-être dans cet article d'un journal arabe de référence paru en 2016 et intitulé « La France soutient la participation de Jaïch al-Islam aux négociations de Genève ». Une source du ministère français des Affaires étrangères a précisé que l'ambassadeur français à Riyad s'est récemment entretenu avec le représentant du groupe Jaïch al-Islam. Il a été convaincu que Jaïch al-Islam s'est rallié aux principes de l'opposition syrienne qui prescrivent d'œuvrer pour établir une Syrie démocratique et laïque. Nous avons contacté le ministère des Affaires étrangères pour une réaction et pour comprendre comment Islam Allouche a pu être le bienvenu en France. Un visa court séjour a été délivré sur la base d'un dossier complet après interrogation des services ministériels compétents. Nous vous renvoyons vers le ministère de l'Intérieur. Le Quai d'Orsay a botté en touche. Et le ministère de l'Intérieur, lui, ne nous a jamais répondu. Au-delà du cas Allouche, combien d'anciens djihadistes ont-ils réussi à passer entre les mailles du filet, légalement ou non? Combien sont-ils aujourd'hui en Europe, incognito? En Allemagne, nous retrouvons Tarek, le chasseur de Daesh. Ce matin, il va prendre le risque de filmer le djihadiste présumé qui désormais tient un salon de massage. Tu n'as pas trop peur de faire ça? C'est quand même un ancien membre de Daesh en fuite.
Si, bien sûr. Mais on est en Allemagne. Ça réduit les risques. Mais tu ne peux pas lui faire confiance. Il reste potentiellement dangereux. Donc il faut être prêt à toute réaction de sa part. C'est une caméra cachée. J'espère que tout va bien se passer. Plus question de reculer. Un court trajet en voiture et nous arrivons sur les lieux. Le salon ouvre à 10 h du matin. Il est 9 h. En attendant l'arrivée de Majid, nous commençons par tourner en caméra discrète dans l'immeuble, auprès des voisins. Bonjour. Nous sommes une équipe française. Nous faisons un reportage sur le salon de massage. Je peux vous poser quelques questions? Ok. Vous avez déjà vu des patients dans le centre de massage ou non? Parfois, mais pas souvent. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas ouverts tout le temps. Et le patron du salon, il habite ici? Ah non, mais parfois, je ne sais pas. Je vois des lumières parfois le soir. Nous n'en saurons pas plus. Quelques minutes plus tard, Majid arrive sur les lieux. C'est l'instant de vérité. Tarek est originaire de Deir ez-Zor, comme le suspect. Celui-ci pourrait le reconnaître. Excusez-moi, on m'a dit qu'il y avait un centre de massage dans le quartier. Oui, c'est moi qui le tiens. Ah, c'est vous? Donnez-moi une seconde que je gare ma voiture. Ok. Enfin, Tarek est face à celui qu'il traque depuis 5 ans. Manifestement, celui que les chasseurs de Daesh accusent d'avoir été logisticien et argentier de l'État islamique ne se doute de rien. Comment allez-vous? Bien. C'est vous le kiné? Oui, c'est moi. Lui, c'est juste un ami. Venez, soyez le bienvenu. Une fois arrivé dans le salon de massage, les propos de la voisine prennent sens. Le local est vide, à peine décoré, froid. Les classeurs de patients semblent encore dans leur emballage. Ils sont peu nombreux et n'ont pas l'air de comporter de dossier. Le centre de massage pourrait bien être une coquille vide, voire une couverture. Vous faites les ventouses ici? Oui, nous sommes spécialisés dans la physiothérapie islamique. Ok. Où avez-vous appris cette pratique? Lors de mes études. En Allemagne? Oui, j'ai étudié ici et je suis diplômé en Syrie aussi. S'il reste, Tarek va devoir ôter sa chemise. Il dévoilera alors sa caméra cachée et sera démasqué. Conscient du danger, il préfère trouver une excuse et partir. Tu veux prendre un rendez-vous? Non, c'est mieux que je t'appelle la semaine prochaine. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. C'est votre nom sur la carte, monsieur? Oui, c'est moi. Ok, au revoir. Il t'a parlé? Tu penses qu'il t'a reconnu? Non, je ne pense pas. Je l'aurais remarqué. Il était avec un ami. Je suis sûr de le connaître, mais il ne m'a pas reconnu lui non plus. Je pense qu'on a dû se croiser il y a 5 ans environ. C'est pour ça qu'il n'a pas dû me reconnaître. Après cette rencontre, Tarek prend peur. Il décide d'arrêter là son enquête. À nous de prendre le relais. Quelques jours plus tard, retour au salon de massage. Et là, personne ne nous répond. Nous ne connaissons pas l'adresse de Majid, mais nous avons son numéro de téléphone. Allô, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Docteur Majid? Lui-même, dites-moi. Alors voilà, je suis descendu dans un hôtel non loin de votre centre de massage et je souffre de crampes rachidiennes. J'ai vu le panneau du salon et je me suis dit que vous pourriez m'aider. Quelles que soient tes questions de journaliste, je suis prêt à te répondre au téléphone. À notre grande surprise,
Majid comprend vite le réel objet de notre appel. A-t-il été prévenu et par qui? Écoutez, on a des informations comme quoi vous étiez membre de Daesh, que vous travaillez pour l'État islamique en Syrie et en Irak. Qui t'a dit ça? Plusieurs personnes, des témoins, qui ont dit que vous travaillez pour ce groupe. Ce sont des mensonges. J'ai quitté la Syrie en 2013, avant la présence de l'État islamique en Syrie. Pourtant, vous n'êtes pas venu seul en Allemagne. Avec vous, il y a aussi votre beau-frère. Il a eu une jambe coupée et il est arrivé avec vous. Il aurait combattu pour Daesh. Écoute, ce que tu dis n'a pas de sens. Tu inventes. Majid ne sait pas que nous possédons cette photo avec son beau-frère. D'après les chasseurs de Daesh, elle a été prise en Syrie en 2014. Ça fait 5 ans cette histoire. Et s'il y avait vraiment des témoins, ou au moins s'il y avait une photo contre moi qui prouverait ça, ça aurait été retenu contre moi par la justice il y a longtemps. Ces témoins existent et sont prêts à répondre à la justice allemande. Mais à ce jour, aucune instruction n'a été ouverte contre Majid. Donc vous maintenez que vous n'avez pas transféré d'argent entre la Turquie et la Syrie et que votre beau-frère également n'a pas fait partie de Daesh. Je jure que ce n'est pas vrai. Et de toute façon, je ne parle que pour moi-même. Malgré les dénégations de Majid, toutes les informations que nous avons rassemblées nous semblent probantes et relevant de la sécurité publique. Nous décidons d'en parler aux autorités allemandes. Mais après des échanges par mail, par SMS, ainsi que 2 rendez-vous avec des agents allemands basés à Paris, rien n'a bougé. Majid est-il protégé comme le pensent les chasseurs de Daesh? Nous n'en saurons pas plus. À ce jour, aux yeux de la loi allemande, il n'a rien à se reprocher. Mais notre enquête en Allemagne n'est pas encore terminée. Après Majid, nous voulons maintenant confronter Samir, l'homme accusé d'avoir coupé les têtes de ses ennemis. Pour minimiser les risques, nous lui donnons rendez-vous en public à la station de train la plus proche de son appartement. Nous lui disons tout de suite pourquoi nous sommes là. J'ai une question, parce que, en fait, j'ai fait des recherches et j'ai des informations selon lesquelles tu faisais partie de Daesh en Syrie, à Deir ez-Zor. Non, c'est ce que les policiers ont pensé. Tu as été interrogé par les policiers? Oui, chez moi. Ils ont pris mon téléphone et ils ont fouillé la maison. Ils m'ont demandé si je connaissais certaines personnes précisément. Je leur ai dit que je ne les connaissais pas. Première surprise, Samir, lui aussi, a déjà été interrogé par la police allemande. Ça veut dire que le Samir que nous recherchons, ce n'est pas toi? Je ne le connais pas. Les policiers m'ont dit « Nous avons reçu une vidéo d'une agence gouvernementale et nous pensons que c'est vous qui êtes dans cette vidéo. » Lorsqu'ils me l'ont montré, je leur ai clairement dit que cette personne, ce n'était pas moi. C'est le moment de lui montrer la vidéo avec la tête. Donc lui, ce n'est pas toi? Bien sûr que non. Tu penses qu'il me ressemble? Je ne sais pas. Tu crois que ce type, c'est moi? Donc lui, ça n'est pas toi? Non, certainement pas. Encore une fois, tu es absolument sûr? Oui, j'en suis certain. Parce qu'à mon avis, c'est le même visage. Si c'est ce que tu penses. Si je n'étais pas innocent, je ne serais pas resté ici. L'homme nie en bloc et paraît presque serein. C'est étrange. Si vous avez des informations, fournissez-les pour enquête. Et on va bien voir. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Nous quittons Samir, perplexe. Nous rappelons le jeune homme qui a accepté de témoigner contre lui. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va, merci. En fait, je voudrais te demander un truc au sujet de Samir. Ok. Samir, je l'ai filmé avec une caméra cachée. Et il a nié qu'il était dans la vidéo. Il est grand, n'est-ce pas? Oui, il est vraiment grand. Lorsqu'il avait 16 ans, il était déjà plus grand que moi, alors que je suis plus âgé. Pendant de longues minutes, le jeune homme va regarder attentivement la caméra cachée. Alors ok, il a une barbe maintenant, mais ses yeux, son visage, sa voix, c'est bien lui. Il n'y a pas de doute, même s'il nie. Tu es vraiment certain que c'est bien lui? Je ne vais pas l'accuser à tort, je n'ai aucune raison de le faire. C'est lui à 1 million de %. Nous abattons une dernière carte.
Un logiciel de reconnaissance faciale qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses enquêtes. En comparant des photos de Samir avant et aujourd'hui, nous obtenons des scores qui ne laissent que très peu de place au doute. Selon les concepteurs du logiciel, si le chiffre obtenu est supérieur à 0,6, on peut affirmer qu'il s'agit bien de la même personne. La plupart de nos résultats tournent autour de 0,8. De moins en moins de doutes. Malgré tout, à ce jour, Samir ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Avant de clore notre enquête, nous prenons des nouvelles d'Ahmad, le chef du réseau des chasseurs de Daesh. Une semaine auparavant, il nous a envoyé une photo inquiétante qui le montre jouant avec sa petite fille dans un parc d'Istanbul. Associé au cliché, une menace. On ne peut plus clair. À toi l'apostat hérétique infidèle Ahmad Ramadan, nous jurons devant Dieu que nous sommes derrière toi constamment. Les lions et les loups solitaires du califat ont hâte de t'approcher pour te tuer et plaire à Dieu. Quant à cette photo, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai déménagé immédiatement après cette menace. En fait, ils sont devenus fous quand j'ai mis en ligne une fiche de recherche sur la femme qui était responsable de la police islamique pour femmes sous Daesh. 2 jours après cette publication, ils m'envoyaient ça. Inquiet pour sa famille, Ahmad est aussi aujourd'hui désabusé. Le problème, comme avec Majid et Samir, c'est que notre travail aboutit rarement à quelque chose en Europe. En général, vos gouvernements, ils veulent une vidéo du djihadiste qu'on dénonce assis avec al-Baghdadi, sinon, ils considèrent que ce n'est pas suffisant pour les poursuivre. C'est un vrai problème pour nous. C'est possible que je me réfugie en Europe bientôt. Je vais peut-être arrêter ce travail pendant un temps. Qui osera continuer le combat d'Ahmad et des siens? Combien d'ex-djihadistes seront jugés? Combien resteront en liberté? Une certitude, en Irak et en Syrie, l'organisation terroriste se reconstruit clandestinement et multiplie les attaques sanglantes. La traque est loin d'être terminée.